Je sentis le goût du sang dans ma bouche avant même de comprendre que j'étais en vie. Mon propre sang, tiède et métallique, coulant d'une plaie que je n'avais pas encore infligée. Et puis, ce rire strident de Claire, ma meilleure amie, qui résonnait comme un glas dans la chambre d'hôtel de luxe surplombant la Seine. « Tu croyais vraiment que Paris t'appartenait, Élise ? Tu n'étais qu'un pion. » Le couteau s'enfonça une seconde fois, plus profond, entre mes côtes, et je revis tout, les mensonges d'Alexandre, mon mari, les factures falsifiées par notre comptable complice, le chèque empoisonné que j'avais signé en pensant sauver notre galerie d'art. J'étais morte ce soir-là, vidée de mon sang sur un tapis persan importé d'Istanbul, abandonnée comme une œuvre ratée. Mais maintenant, les yeux grands ouverts sur le plafond craquelé de mon ancien appartement du Marais, je réalisais l'impossible, j'étais revenu. Pas en esprit, non dans ma chair, 20 ans plus tôt, le jour où j'avais rencontré Alexandre pour la première fois, lors d'une vernissage pluvieux sous les arcades de la rue de Rivoli. La trahison n'était pas un souvenir flou, c'était une lame encore fraîche, gravée dans chaque cellule de mon corps ressuscité. Et cette fois, je ne serais pas la victime. Paris, ma ville bien-aimée, maudite et envoûtante, allait être le théâtre de ma vengeance ou une symphonie de secrets déterrés, de vies brisées, et de contes réglés dans l'ombre des boulevards haussmanniens. Les lumières tamisées du café et le Procope dans le quartier latin dansaient comme des feux follets sur les verres de Bordeaux. C'était le 15 juin 2005, un soir d'été étouffant où l'air parisien collait à la peau comme une promesse non tenue. J'avais 25 ans, fraîchement diplômé de la Sorbonne en histoire de l'art, et mon cœur battait encore au rythme des illusions. Assise à une table en bois patinée par des siècles de conspiration intellectuelle, Voltaire y avait siroté son café, Robespierre complotait ses guillotines, je relisais pour la 10e fois l'invitation à la vernissage de la Galerie Laurent. Une soirée d'exception, les ombres de la Renaissance italienne revivent à Paris. Ironie du sort, les ombres étaient déjà là, tapies dans les plis de ma jupe en soie noire. Je n'aurais pas dû y aller. Mon instinct, ce murmure primal que j'avais toujours ignoré, me soufflait de rester chez moi, lové dans les draps froissés de mon petit studio rue des Écoles, avec un livre de Baudelaire pour compagnie. Mais la solitude est une tentation que les jeunes artistes parisiens fuient comme la peste. Et puis, il y avait cette rumeur, Alexandre Duval, le prodige des galeries, l'homme qui transformait le plomb en or avec un simple regard sur une toile. On disait qu'il collectionnait non seulement des Picasso volés, mais aussi des cœurs brisés. J'y allais pour l'art, me dis-je. Pour l'inspiration. Pour échapper à la médiocrité qui menaçait de m'engloutir. Dehors, la pluie fine s'était levée, transformant les pavés en miroirs miroitants où se reflétaient les néons des brasseries. Je poussai la porte de la galerie, un édifice haussmannien aux façades crème et aux balcons en fer forgé, niché entre une librairie d'antiquités et un atelier de luthier. L'air était chargé d'odeurs, vernis frais, parfum Chanel numéro 5, et cette note âcre de cigarettes clandestines qui imprégnait toujours les soirées parisiennes chic. Des murmures élégants flottaient, ponctués de rires fins et de cliquetis de talons aiguilles sur le parquet ciré. Et là, au milieu d'une toile de Caravage ou une Judith décapitant Holoferne, dont le sang semblait couler hors du cadre, je le vis. Alexandre. Grand, élancé, avec des cheveux noirs coupés courts et un costume sur mesure qui épousait ses épaules comme une seconde peau. Ses yeux, d'un bleu acier, balayaient la salle avec la précision d'un chasseur. Quand ils se posèrent sur moi, ce fut comme si le temps s'arrêtait. « Mademoiselle, vous semblez perdue dans les ombres, dit-il d'une voix veloutée, teintée d'un accent du sud qui trahissait ses origines provençales. Laissez-moi vous éclairer. » Je souris, bêtement, comme une idiote. Élise Moreau. Étudiante en article. Et vous, monsieur Duval, vous traquez les âmes égarées dans vos expositions? Il rit, un son grave qui vibra en moi comme une corde de violoncelle. En quelques minutes, nous parlâmes de Botticelli, de la lumière de Florence, de la façon dont Paris, cette grande catin, dévorait ses enfants. Il m'offrit un verre de champagne rosé, et je bus, ignorant le picotement d'avertissement au fond de ma gorge. Ce soir-là, il m'embrassa sous les arcades de la rue de Rivoli, la pluie recommençant à tomber en rideaux diaphanes. Ses lèvres avaient le goût du vin et du mensonge. Je ne le savais pas encore, mais c'était le début de la fin. Dans ma vie précédente, celle que j'avais vécue jusqu'à l'hôtellerie du Louvre, 20 ans plus tard, Alexandre n'était pas un amant passionné. Il était un serpent. Il avait détourné les fonds de notre galerie commune, falsifié des contrats avec l'aide de notre avocate, Sophie Laurent, et comploté avec Claire, ma confidente de toujours, pour me faire porter le chapeau d'un scandale financier. J'avais été accusé de fraude, ruiné, et finalement poignardé par Claire elle-même,
sur ordre d'Alexandre, pour faire taire mes soupçons grandissants sur un tableau nazi volé pendant la guerre à un secret qu'il avait exhumé pour le revendre à un collectionneur anonyme. Maintenant, ressuscité dans ce corps jeune et intact, je sentais la rage bouillonner comme un feu sous la cendre. Mais la vengeance n'est pas un sprint, c'est une danse lente, un tango mortel où chaque pas compte. Je devais jouer le jeu, feindre l'innocence, tisser ma toile. Reverrons-nous, murmura-t-il en me raccompagnant à ma porte, son souffle chaud contre mon cou. Tous les jours, si vous le permettez, répondis-je, mes yeux plongeant dans les siens avec une intensité qu'il prit pour du désir. Pauvre fou. C'était de la haine pure. Les semaines suivantes furent un tourbillon calculé. Je laissai Alexandre me courtiser, dîner aux chandelles chez l'ami Louis, promenade le long de la Seine au crépuscule, où il me racontait ses rêves de gloire ouvrir une galerie à New York, mais d'abord, consolider son empire parisien. Je riais à ses anecdotes, touchais son bras avec une fausse tendresse, tout en observant. Il collectionnait les secrets comme des timbres rares. Un soir, lors d'une réception à l'hôtel Ritz, je le vis murmurer à l'oreille de Sophie Laurent, cette avocate aux lèvres carmin et au chignon impeccable, qui gérait ses affaires discrètes. Claire était là aussi, ma future meilleure amie, une journaliste freelance aux yeux verts comme les miens, mais froid comme l'hiver mosellan. Elles étaient déjà liées, je le sentais à un pacte scellé dans l'ombre. Mon premier pas dans la revanche fut subtil, lors d'un déjeuner au café de Flore, je glissai une question anodine sur un tableau qu'il avait acquis récemment, un portrait anonyme du XVIIIe siècle. D'où vient-il vraiment, demandai-je, feignant la curiosité d'une amoureuse. Il hésita une fraction de seconde assez pour que je sache. C'était volé, un bien spolié pendant l'occupation. Le verre était planté. Je commençai à noter, dans un carnet caché sous mon matelas, date, nom, connexion. Paris, avec ses archives poussiéreuses de la Bibliothèque nationale et ses ragots des salons du faubourg Saint-Honoré, était un terrain fertile pour un esprit vengeur. Bientôt, Alexandre me demanda en mariage, lors d'une croisière privée sur la Seine, sous les lumières de Notre-Dame. Les feux d'artifice éclataient comme des promesses brisées. Épouse-moi, Élise. Ensemble, nous conquérons le monde de l'art. Je dis oui, les larmes aux yeux des larmes de triomphe anticipées. Dans ma tête, je revoyais ma mort, le couteau de Claire, le regard triomphant d'Alexandre depuis l'ombre de la porte. Cette fois, ce serait eux qui saigneraient. Mais la trahison, comme un vin millésimé, se bonifiait avec le temps. Notre mariage fut un scandale discret, une cérémonie intime à la mairie du 6e arrondissement, suivie d'une lune de miel à Saint-Tropez. Là, sur la plage privée, tandis qu'il dormait, je fouillais son téléphone ou un modèle à clapet, préhistorique comparé à celui de ma vie passée. Des messages codés à Sophie, le tableau arrive jeudi. Assure-toi que les papiers sont clean. Le tableau nazi. Le secret qui m'avait tué. De retour à Paris, je lançai notre galerie, Les Ombres Écarlates, un nom que j'avais choisi pour son ironie. Les expositions attiraient la crème de la société, critique du Figaro, collectionneur du Louvre, et ses ombres rampantes du marché noir. Claire devint mon bras droit, embauché sur recommandation d'Alexandre. Elle est fiable, me dit-il. Fiable comme un serpent dans l'Éden. Les premiers signes de fissure apparurent lors d'une vente aux enchères chez Drouot. Un lot de dessins Renaissance authentiques, mais sourcés via des canaux douteux. Je payai un expert discret, un vieil professeur de Nanterre, pour vérifier. Résultat, 2 faux. Signé Alexandre. Mon cœur se serra, non de douleur, mais d'anticipation. La toile se resserrait. Un soir d'automne, alors que les feuilles jaunissaient sur les quais, je confrontai Claire lors d'un apéritif prolongé au bar Hemingway. Tu sais, Claire, les amitiés vraies sont rares à Paris. Mais les trahisons? Elles pullulent comme les rats dans le métro. Elle rit, nerveuse, et vida son verre de pastis. Qu'est-ce que tu insinues, Élise? Rien, pour l'instant. Mais je semais le doute, comme un poison lent. Noël approchait, et avec lui, le gala annuel de la galerie. Alexandre rayonnait, Sophie souriait de ses dents blanches, Claire ajustait sa robe rouge sang. Moi? J'étais une tempête en robe de velours noir. Ce soir-là, je glissai une enveloppe anonyme à un journaliste du Monde des copies de factures falsifiées, juste assez pour titiller. Le lendemain, les gros titres, soupçons de fraude dans le milieu de l'art parisien. Alexandre paniqua, mais je le calmai, c'est rien, mon amour. Des jaloux. Intérieurement, je jubilais.
La vengeance n'était pas un cri, c'était un murmure qui grandit en hurlement. L'hiver 2006 abattit sur Paris comme une malédiction biblique, neige rare et sale sur les Champs-Élysées, vents glaciaux hurlant dans les grilles du Luxembourg. Notre galerie prospérait malgré les rumeurs, ou peut-être à cause d'elle le scandale est le meilleur aphrodisiaque pour les âmes oisives. Alexandre, avec son charisme de serpent, transformait chaque critique en opportunité. Regardez-les, Élise me dit-il un matin, en sirotant son café au lait dans notre appartement haussmannien du 8e arrondissement. Ils envient notre succès. Bientôt, nous serons intouchables. Intouchables. Le mot me fit frémir. Dans ma vie antérieure, c'était ce même appartement qui avait vu ma chute, les meubles renversés, le sang tachant les tapis d'Aubusson, Claire penchée sur moi avec un sourire de madone démente. Pour ton bien, ma chérie. Alexandre a besoin d'une ardoise propre. J'avais supplié, toussé du sang, et sombré dans le noir. Mais maintenant, chaque craquement du parquet sous mes pas était un rappel, je marchais sur des tombes que j'allais creuser. Je décidai d'approfondir le secret du tableau nazi. Appelons-le le portrait oublié, une huile sur toile d'un artiste mineur de l'école de Munich, dépeignant un officier SS anonyme, acquis par Alexandre via un contact à Genève. Dans ma vie passée, il l'avait vendu pour 2 millions d'euros à un oligarque russe, déclenchant une enquête qui m'avait éclaboussé. Cette fois, je voulais la source. Je contactai discrètement un ancien résistant, Monsieur Duval, ironie du nom, un archiviste à la bibliothèque de l'Arsenal. Mademoiselle Moreau, ces objets maudits portent la poids de l'histoire, me dit-il d'une voix chevrotante, lors d'une rencontre dans un bistrot enfumé de Belleville. Votre mari. Il danse avec des fantômes. Les documents qu'il me fournit étaient accablants, certificat de spoliation, nom de famille juive déportée dont les biens avaient été pillés. Le tableau avait appartenu à une galeriste parisienne, Esther Klein, gazée à Auschwitz en 1943. Alexandre l'avait racheté à bas prix à un descendant d'un collaborateur. Je photocopiai tout, les rangeai dans un coffre à la Banque de France, et attendis. Claire, entre-temps, se rapprochait. Nos filles night au cabaret du Lido devint routine, bulle de champagne, confidence chuchotée sous les plumes et les strass. Alexandre est un génie, mais il a ses démons, avoua-t-elle un soir, les joues rosies par l'alcool. Et Sophie? Elle le protège comme une louve. Je hochai la tête, feignant l'empathie. Les hommes comme lui attirent les ombres. Mais nous, les femmes, nous portons le poids. Elle rit, mais ses yeux s'assombrirent. Le poison agissait. Mon premier acte controversé vint en février, lors d'une exposition privée pour des mécènes discrets. J'invitai un critique notoire, Pierre Lefebvre, connu pour ses plumes acérées dans le Figaro. Au milieu de la soirée, alors qu'Alexandre paradait devant un faux Vermeer, un autre de ses tours de passe-passe, je glissai à Lefebvre un verre empoisonné de Rago. Avez-vous vu le portrait oublié? On murmure qu'il porte la marque de l'histoire. La mauvaise. Il haussa un sourcil, notant mentalement. Le lendemain, un article, Les ombres écarlates, beauté ou blasphème. Alexandre explosa ce soir-là. Qui a parlé? Sophie dit que c'est un coup des concurrents. Il arpentait notre salon, renversant une vase Ming, un bibelot volé, je le savais. Je le calmai dans nos draps de soie, mes ongles s'enfonçant dans son dos comme des cerfs. C'est rien, chérie. Laisse-moi gérer les médias. Il se radoucit, ignorant que j'étais la plume derrière l'article anonyme. Mais la tension montait. Sophie me convoqua dans son cabinet de l'avenue Montaigne, un sanctuaire de cuir et de livres reliés. Élise, ma chère, ces rumeurs sont toxiques. Alexandre est vulnérable. Ses yeux, derrière des lunettes à monture d'écaille, me jaugeaient comme un tableau à expertise. Je sais que tu l'aimes. Protège-le. Je souris, serrant sa main manucurée. Bien sûr, Sophie. Les secrets de famille restent dans la famille. Elle ne comprit pas la double entente, pas encore. Printemps arriva, fleuri et trompeur. Je tombai enceinte, un calcul, pas un accident. Un enfant pour ancrer Alexandre, le lier à moi par des chaînes invisibles. Notre héritier, murmura-t-il, ému, lors de l'échographie aux cliniques de la Muette. Moi? Je voyais un pion supplémentaire sur l'échiquier. Claire organisa une baby shower extravagante au jardin des Tuileries, avec des macarons la durée et des rires forcés. Là, je la vis échanger un regard avec Sophie, un code, un avertissement. Elle tramait déjà, sentant le vent tourner.
Mon deuxième coup fut plus audacieux, je contactai les descendants d'Esther Klein, via un avocat juif de Strasbourg. Madame Moreau, ce tableau est une plaie ouverte, me dit Rachel Klein au téléphone, sa voix tremblante d'un accent alsacien. Nous voulons justice. Je lui promis des preuves, en échange de silence. La nuit, seul dans la nurserie naissante, je pleurais au non pour ma perte future, mais pour l'innocence que je sacrifiais. Était-ce de la vengeance, ou de la folie? Paris, avec ses fantômes de la résistance, semblait murmurer, continue. L'été 2007 fut un brasier. La galerie explosa en popularité, mais les fissures s'élargirent. Un audit surprise de l'URSSAF révéla des irrégularités fiscales orchestrées par moi, via un contact au fisc. Alexandre blêmit, comment est-ce possible? Je haussai les épaules, peut-être tes associés. Sophie jura de tout arranger, mais ses honoraires grimpèrent. Claire, quant à elle, commença à me fuir, prétextant des deadlines. Puis, le twist mineur, lors d'une réception au centre Pompidou, je surpris Alexandre et Sophie dans un couloir sombre, leurs corps enlacés. Elle soupçonne rien, murmurait-il. Mais le tableau. Si elle fouille. Le baiser qui suivit fut un poignard dans mon ventre gonflé. Pas de jalousie ou de la confirmation. Ils étaient amants depuis le début, complotant ma chute pour le butin. Je rentrais seul ce soir-là, le ventre lourd de vie et de haine. Dans le miroir de la salle de bain, mon reflet de ce visage jeune, intouché par les rides de la trahison me défia, et maintenant? La réponse vint comme un éclair, accéléré. J'envoyai une lettre anonyme au Klein, avec des photos du tableau. Les rouages tournaient. Automne, et ma fille naquit, Amélie, prénommée d'après une résistante fusillée en 1944. Alexandre pleura, Claire offrit des roses blanches, Sophie des conseils légaux. Moi? Je serrai mon bébé contre moi, jurant en silence, tu seras libre, ma chérie. Pas comme ta mère. Les mois suivants furent une danse sur le fil. Alexandre, distrait par l'affaire fiscale, commettait des erreurs, un chèque non signé, un rendez-vous manqué avec un acheteur. Je gérais tout, devenant l'étoile de la galerie. Tu es mon roc, me dit-il. Mon salut. Si seulement il savait. Noël 2007, le gala des ombres écarlates. La salle bruissait d'invités, politiques, artistes, ombres. Je portais une robe écarlate, sanglante. Au milieu du discours d'Alexandre à l'avenir radieux. Mon téléphone vibra. Un message de Rachel Klein, nous portons plainte. Justice pour Esther. Le chaos commença le lendemain. 2008 frappa Paris comme un ouragan financier, la crise des subprimes traversa l'Atlantique, noyant les galeries dans un flot de dettes. Wall Street toussait, et la rue de Rivoli éternuait. Notre galerie vacillait, mais je la tenais d'une main de fer gainé de velours. Alexandre, rongé par le stress, buvait plus haut du cognac Hennessy dans des verres en cristal baccarat, tard dans la nuit. Élise, si on perd tout, génia-il, affalée sur le canapé en cuir de notre salon. Je caressais ses cheveux, murmurant des promesses vides. On rebondira. Toujours. Mais intérieurement, je comptais les coups. La plainte des Klein avait éclaté comme une grenade, un article dans Libération, un tableau nazi au cœur du scandale du Val-Moreau. Alexandre hurla, accusa les concurrents, implora Sophie de l'enterrer. C'est impossible. J'ai les papiers, siffla-t-il. Sophie, pâle sous son maquillage impeccable, promit des miracles légaux mais ses yeux trahissaient la peur. Claire, elle, disparut une semaine, invoquant un reportage à Lyon. Je savais, elle fuyait les flammes qu'elle avait aidé à allumer. Mon ventre encore marqué par la naissance d'Amélie se contractait à chaque mensonge. Ma fille, avec ses yeux bleus hérités d'Alexandre, ses yeux qui m'avaient ensorcelé, gazouillait dans sa chambre, ignorant le poison qui imprégnait l'air. Je l'emmenai en balade au jardin du Luxembourg, sous les marronniers en fleurs, et là, loin des murs oppressants, je planifiais. La vengeance n'était plus un feu distant, c'était une forge où je tempérais ma lame. Première décision controversée, je falsifiai un document. Pas par malveillance gratuite, mais par nécessité impitoyable. Utilisant les compétences acquises dans ma vie passée aux ces nuits à décortiquer les contrats falsifiés d'Alexandre, je créai une facture bidon, accusant Sophie d'avoir détourné 50 000 € pour frais légaux fantômes. Anonyme, glissé dans la boîte aux lettres de l'URSSAF. Le lendemain, perquisition chez elle. Traîtresse, cria Alexandre au téléphone, quand les flics emmenèrent ses dossiers.
Je feignis le choc, mon Dieu, Sophie. Comment? Elle m'appela ce soir-là, voix brisée, Élise, c'est toi? Dis-moi que ce n'est pas toi. Je ris, doucement, au bout du fil. Pourquoi ferais-je ça, ma chère? Tu protèges mon mari, non? Silence. Puis, tu joues un jeu dangereux. Le jeu a commencé il y a longtemps, répondis-je, et raccroché. Le lendemain, elle démissionna, accusant Alexandre de l'avoir piégée. Les journaux s'en délectèrent, intrigue au sommet de l'art parisien. Alexandre se tourna vers moi, brisé. Seul toi reste. Nous fîmes l'amour ce soir-là, un rituel mécanique où je serrais les dents, imaginant le couteau de Claire. Claire, revenue, me confronta lors d'un thé au Angelina. Élise, tu changes. Cette affaire. Tu sais quelque chose? Ses yeux verts, miroir des miens, scintillaient de suspicion. Je posai ma tasse, la regardant droit, et si c'était toi, Claire? Toi qui murmures à l'oreille d'Alexandre, qui c'est pour le tableau? Elle blêmit. Tu es parano. La grossesse t'a ramolli. Mais le doute s'était insinué, comme une écharde. La crise s'aggrava. La galerie ferma pour rénovation, euphémisme pour faillite imminente. Alexandre sombra, cocaïne discrète aux soirées privées du Silencio, d'être chez les usuriers du Pigalle. Je payai un privé, un ex-flic de la PJ nommé Marc, pour le surveiller. Rapport quotidien, rendez-vous avec un collectionneur suisse, échange codé sur le portrait oublié. Il prépare la fuite, me dit Marc dans un bar de Montmartre, une bière tiède à la main. Vers la Côte d'Azur, puis l'étranger. Parfait. Mon deuxième acte impie, impliqué Amélie. Pas directement jamais, mais en utilisant son existence comme levier. Lors d'une audience préliminaire pour l'affaire Klein, Alexandre témoigna, jurant sur la Bible que j'ignorais tout. Je le regardais depuis le banc des accusés au nom, j'étais témoin, mais feignant l'innocence. Ma femme est pure, dit-il. Le juge hocha la tête. Plus tard, dans la voiture, je murmurai, si tu mens encore, Amélie grandira sans père. Il rit, nerveux. Qu'est-ce que tu insinues? Rien. Juste. Protège-nous. L'été fut un purgatoire. Vacances forcées à Deauville, où la mer normande grisait sous des ciels plombés. Amélie ramassait des coquillages, riait aux mouettes. Alexandre, distant, passait des appels nocturnes. Je l'écoutais une fois, caché dans l'ombre de la dune. Claire, prépare le plan B. Élise soupçonne rien. Plan B, me faire accuser de tout, me laisser croupir en prison pendant qu'il filait avec le magot. De retour à Paris, je frappais fort. Une nuit de septembre, je piratai l'ordinateur d'Alexandre, un reliquat des années 2000, protégé par un mot de passe enfantin, Claire 69. Emails incriminants, virement à Sophie, plan pour revendre le tableau à un cartel d'art volé. Je les envoyais à un procureur ami, contacté via Marc. Raid policier à l'aube, Alexandre arrêté pour recel d'œuvres spoliées. Élise. C'est toi, hurla-t-il, menotté, devant notre porte. Je serrai Amélie contre moi, impassible. Je t'ai sauvé, mon amour. La vérité libère. Claire disparut à nouveau. Sophie, en cavale, m'envoya un email, salope. Tu paieras. Je souris, effaçant le message. Mais la presse me crucifia, la muse vengerait sous la complice? Madame Moreau au cœur du scandale. Des paparazzis à mes trousses, des appels anonymes. Était-ce la vengeance, ou la damnation? Hiver 2008, Alexandre libéré sous caution, mais ruiné. Il me supplia, aide-moi, Élise. Pour Amélie. Je payai l'avocat, le mien, pas Sophie. En échange, il signa la galerie à mon nom. Tout pour toi, murmura-t-il. Mensonge. Le nouvel an au Moulin Rouge, paillettes et champagne, mais tension électrique. Claire réapparut, maigre, les yeux hantés. On doit parler, dit-elle dans les coulisses. Alexandre m'a tout dit. Le tableau, les mensonges. Mais toi, Élise, tu n'es pas innocente. Je la fixais, et si j'étais revenu des enfers pour régler les comptes? Elle rit, hystérique. Fou. Mais si c'est vrai. Je t'aiderai à le détruire. Alliance fragile, née de la peur. 2009 Daona, et le procès Klein commença. Témoignage déchirant, Rachel pleurant pour sa grand-mère.
Alexandre, pâle en costume gris, nie à tout. Moi, en témoin star, je révélai des preuves les miennes, fabriquées avec soin. Le jury hésita. Twist, un email anonyme accusa Claire d'être la taupe. Panique. Elle craqua en direct, c'était lui. Alexandre m'a forcé. Le verdict, acquittement pour moi, inculpation pour lui. Il me regarda, yeux fous, traîtresse. Je souris, amour éternel. Mais la vraie tempête couvait. Le printemps 2009 fleurit en triomphe amer. La galerie renaquit sous mon nom seul, écarlate rénové, un phénix peint en rouge vif sur la façade. Les médias, ces vautours parisiens, me portaient au nu, Élise Moreau, la veuve noire de l'art. Interview au JT de France 2, portrait flatteur dans Elle. Amélie, à 2 ans, posait pour des photos promotionnelles, son sourire innocent masquant les ombres qui dansaient dans mon âme. Alexandre, en attente de jugement, croupissait en résidence surveillée à Neuilly, sa fortune gelée. Visite conjugale, implorait-il par lettre manuscrite, tachée d'encre et de désespoir. Je n'allais jamais. Au lieu de ça, je lisais, riais, et planifiais la chute finale. Claire devint mon ombre. Notre alliance était un pacte de louves affamées, elle, pour sauver sa peau, moi, pour la lame qui suivrait. Il m'a promis le monde, confia-t-elle un soir, sur un banc du pont des Arts, cadenas d'amoureux tintant autour de nous comme des menottes. Mais toi. Tu es un fantôme, Élise. Comment sais-tu tout? Je haussai les épaules, le vent du soir fouettant mes cheveux. L'intuition des femmes trahies. Et toi, Claire? Prête à témoigner contre lui? Elle hocha la tête, mais ses mains tremblaient. Peur, ou culpabilité? Peu importait. Elle était piégée. Sophie, en fugitive, opérait depuis un appartement anonyme à Lisbonne. J'avais tracé ses virements via Marc. Elle bombardait Alexandre d'emails rageurs, c'est ta salope d'épouse. Elle nous a vendus. Il répondait, pathétique, reviens, mon amour. On s'en sortira. Mon amour. Le mot me fit vomir. Dans ma vie passée, j'avais trouvé leurs lettres d'amour post-mortem, cachées dans un tiroir de la galerie, déclarations enflammées, plans pour m'éliminer après la naissance d'Amélie. Elle est faible maintenant, avec le bébé, écrivait-il. Claire s'en chargera. Ma décision la plus controversée vint en mai, lors d'une audience intermédiaire. Alexandre, amaigri, supplia pour une remise en liberté conditionnelle. Je pouvais témoigner en sa faveur un geste de pardon qui aurait sauvé les apparences. Au lieu de ça, je produisis une preuve fabriquée, un enregistrement audio via un studio discret de Montparnasse, où sa voix confessait le meurtre d'Esther Klein. Non, pas meurtre Russell, mais amplifié pour le drame. J'ai pris le tableau en 43, pendant la rafle, disait la voix synthétique. Le juge blêmit, l'avocat d'Alexandre hurla au faux. Mais le doute s'installa. Madame Moreau, d'où vient ceci? Demanda le procureur. Anonyme. Mais vérifiez. Ils vérifièrent et trouvèrent des traces numériques pointant vers Sophie. Chaos. Alexandre fut incarcéré à la santé, criant mon nom comme une malédiction. Élise. Sorcière. Les caméras capturèrent tout, son visage ravagé, projeté en boucle sur BFM. Paris se délectait, dîner en ville disséquait l'affaire Duval comme un roman de Zola. Claire témoigna, voix chevrotante, il m'a forcé à mentir. Pour le tableau, pour l'argent. En échange, immunité. Elle me remercia d'un regard gratitude empoisonné. Mais le coup montait. Amélie, sentant la tension, faisait des cauchemars, papa méchant. Je la berçais, chantant des berceuses de Piaf, mais la culpabilité rongeait. Étais-je une mère, ou un monstre? Paris, avec ses cathédrales gothiques et ses confessionnaux vides, offrait peu de rédemption. Un soir, seul à Saint-Sulpice, je priais au pas à Dieu, mais à l'esprit d'Esther Klein. Pour toi, murmurai-je. Pour nous toutes. Été 2009, la contre-attaque d'Alexandre. Depuis sa cellule, il orchestra une fuite, un article dans un tabloïd, Élise Moreau, la tricheuse. Accusation de falsification, de chantage. Preuve? Un journal intime découvert, où j'avouais le mot forgé par Sophie, sans doute. La police frappa à ma porte à l'aube, menottes prêtes. Madame, vous êtes en garde à vue. Amélie hurla dans les bras de la nounou, je serrai les dents, stoïque.
Interrogatoire au quai des Orfèvres, vous avez piégé votre mari pour l'héritage. Je ris, demandez à Claire. Ou à Sophie. Ils fouillèrent et trouvèrent rien. Mon coffre était scellé, mes traces, effacées. Libéré après 48 heures, je rentrais une reine vengeresse. Mais le twist couvait, Claire, terrifiée par les menaces d'Alexandre, me trahit. Elle alla le voir en parloir, enregistra une confession, la mienne, supposée. Élise m'a forcé à mentir. Elle sait pour le passé. Comme si elle l'avait vécu. Envoyé au procureur. Soupçon de folie, de conspiration. Je la confrontai au café de Flore, table voisine de Sartre et Beauvoir. Traîtresse, sifflai-je. Elle pleura, il va nous tuer tous. Tu es revenu? Comment? La vérité éclata, oui, Claire. J'ai vu ta lame dans mon ventre. Ton rire. Elle pâlit, recula. Impossible. Tu es folle. Mais elle craqua, avoua tout, le complot originel, le couteau prévu pour la nuit fatidique de ma vie passée. Alliance brisée. Je l'enregistrai au mon arme. L'envoyai à la PJ. Claire arrêtée pour complicité. Pardonne-moi, murmura-t-elle en menottes. Jamais, répondis-je. Automne, le procès principal. Alexandre, en cage, rugit, elle est un démon. Témoins défilèrent, Rachel Klein, Marc Le Privé, expert en articles. Ma preuve audio tint juste assez. Sophie extradée de Portugal, hurlant, c'est elle. La revenante. Le jury, influencé par les médias, pencha. Verdict suspendu. Tension maximale. Nuit d'attente au Marais, Amélie endormie. Téléphone, le juge. Coupable. Alexandre écroué 10 ans. Sophie, 5. Claire, 2 avec sursis. Victoire? Non. La lame pendait encore. L'hiver 2009 à 2010 enveloppa Paris d'un manteau de givre impitoyable, miroir de mon cœur gelé. La galerie prospérait, transformée en bastion de l'art libéré, exposition sur les spoliations nazies, partenariat avec le mémorial de la Shoah. J'étais Élise Moreau, icône controversée ou adulée par les féministes du monde comme une survivante, vilipendée par les conservateurs du Figaro comme une opportuniste sanguinaire. Dîner solitaire au Taïwan, où les serveurs murmurèrent la veuve écarlate. Amélie grandissait, ses boucles châtaines dansant au vent des Tuileries, ignorant que sa mère était une tempête. Alexandre pourrissait à la santé, ses lettres passant du désespoir à la rage, tu paieras dans l'au-delà. Sophie, en cellule à Fresnes, jurait vengeance via son avocat. Claire, libre mais brisée, vivait recluse à Montmartre, alcoolique et amère. J'aurais pu m'arrêter là où une fin heureuse, une vie reconstruite sur des ruines. Mais la vengeance, cette drogue française, appelle la dose suivante. Et le twist final, tapis dans l'ombre, attendait son heure. Printemps 2010, une lettre anonyme glissa sous ma porte. Pas d'Alexandre, son écriture était familière, anguleuse. Non, de Rachel Klein. Madame Moreau, merci pour la justice. Mais il reste un secret, votre mari n'était pas seul en 43. Un complice français, encore vivant. Un certain Duval comme lui. Mon sang se glaça. Duval, le nom d'Alexandre. Coïncidence? Non. Dans ma vie passée, j'avais effleuré des rumeurs, son grand-père, collaborateur notoire, avait pillé des galeries juives. Le portrait oublié n'était pas un achat, c'était un héritage maudit. Je creusai, via marquer les archives de Vincennes. Document jauni, Paul Duval, grand-père d'Alexandre, officier de la milice, impliqué dans la rafle du Vel d'Achivé. Il avait sauvegardé l'euphémisme pour voler des œuvres, dont le portrait. Alexandre le savait depuis toujours, c'était son fonds de commerce noir. Pire, dans ma mort précédente, il m'avait avoué, riant, mon sang est taché, Élise. Mais le tien coulera propre. La révélation me frappa comme un retour de flamme. Ma renaissance n'était pas un don aléatoire, c'était une boucle karmique, liée au sang des Duval. Pour briser le cycle, je devais frapper la racine. Décision finale, la plus controversée, confronter le vivant. Le père d'Alexandre, Henri Duval, un retraité veuf vivant à Neuilly, octogénaire aux manières de notable. J'allais le voir un après-midi ensoleillé, thé à la menthe sur sa terrasse art déco. Ma chère Élise, dit-il, yeux fuyants.
Mon fils est innocent. Un malentendu. Je posais les photos, Paul en uniforme, Esther déportée. Racontez-moi. Il craqua, voix tremblante, c'était la guerre. La survie. Le tableau, un trophée. Alexandre l'avait su enfant, ensemble, ils avaient planifié la galerie pour blanchir l'héritage. Il vous haïssait pour votre pureté, Élise. Vous, sans tache. La nuit, je ne dormis pas. Amélie murmura dans son sommeil, maman. Étais-je en train de devenir eux? La vengeance, cette muse cruelle, susurrait, termine. Hiver 2010, le coup de grâce. J'organisais une exposition finale, les ombres révélées, invitant médias, juges, descendants. Au centre, le portrait oublié, prêté par les Klein. Alexandre, autorisé en permission, fut amené menotter. Qu'est-ce que c'est, grogna-t-il. Je montai sur scène, micro en main, Paris, ville de lumière et d'ombre. Ce tableau n'est pas une œuvre, c'est un cri. Mon mari, son père, son grand-père, une lignée de voleurs. Preuves projetées, documents, enregistrements, confessions. Chaos. Alexandre hurla, se débattit, mensonge. Elle est morte une fois où elle m'a tué. Les menottes cliquetèrent, il s'effondra, fou. Sophie, via visioconférence depuis sa prison, accusa, diablesse. Claire, dans la salle, se leva, c'est vrai. J'ai vu. Son fantôme. Twist, en fouillant les affaires d'Alexandre, on trouva une lettre, la mienne, de ma vie passée? Non, une prédiction qu'il avait écrite, ivre, Élise reviendra, et me détruira. Folie, ou prescience? Henri Duval se suicida cette nuit-là, pilule dans son whisky. Alexandre, brisé, plaida coupable pour tout, recel, fraude, tentative de meurtre sur moi, dans un complot avorté. Perpétuité effective. Sophie, complice, cadenas. Claire, témoin clé, pardon homme hanté. Moi? Je fermai la galerie, vendis tout pour une fondation, Mémoire écarlate, aidant les victimes de spoliation. Amélie grandit libre, à la campagne provençale, loin des boulevards maudits. Paris? Je la visitais, fantôme bienveillant. Était-ce heureux, ou tragique? La vengeance m'avait rendu entière et vide. Comme Baudelaire l'écrivit, il est l'heure de s'enivrer. D'ivresse. D'ivresse. Mais mon vin était amer, teinté de sang.